Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons démarrer dans quelques instants notre troisième conférence de l'après-midi. Conférence donc, qui va traiter des perturbateurs endocriniens dans nos assiettes. Je vais laisser la parole à l'animatrice de l'association Au fil des Séounes qui va vous présenter cette conférence et qui va vous présenter également notre conférencier, Monsieur K, qui va traiter donc de sujets. Je vous rappellerai simplement que par politesse vis-à-vis de tout le monde, nous vous demandons d'être vigilants sur vos portables et de penser à les éteindre. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une sonnerie en pleine conférence. Et je vous rappelle également qu'à l'issue de cette conférence, Monsieur K, donc, qui a fait paraître un certain nombre d'ouvrages. Ces ouvrages sont en vente à la librairie L'Ivresse sur le salon et que si vous souhaitez, il est tout à fait disposé également, enfin vous verrez, pour vous faire une petite signature et vous dédicacer ces ouvrages. Voilà, je cède la parole donc à l'animatrice de l'association Au fil des Séounes qui est notre partenaire dans cette conférence. Bonjour et bienvenue. Donc c'était juste un petit mot pour rappeler un peu le contexte de la venue de Monsieur Olivier K. Donc en fait c'est l'association Au fil des Séounes qui a proposé sa venue au salon, puisqu'on a vraiment à cœur cette thématique de la santé et environnement qu'on essaye de développer de notre côté à travers des ateliers concrets où on informe les participants, donc que ce soit le grand public, mais aussi les professionnels de la petite enfance, afin de réussir à se repérer dans tous ces produits qui ponctuent notre quotidien et peuvent impacter notre santé. Donc c'est vrai qu'on fait des ateliers itinérants sur ce thème-là, avec un zoom qui peut être fait sur les produits d'entretien, les cosmétiques ou sur l'environnement en général dans son habitat, et avec des précautions au sujet des femmes enceintes et des enfants. Donc on travaille sur ce thème avec l'Agence régionale de santé. Donc c'était aussi pour rappeler ce soutien qu'on a avec l'Agence régionale de santé. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on avait ce projet de faire venir Monsieur Olivier K. Et on avait à cœur de le faire venir lui, puisqu'il est un habitant du territoire. Il vit tout près à Pujol. Donc on a à cœur de travailler avec les personnes du Lot-et-Garonne. Donc c'était une pierre deux coups. Du coup, je vais le laisser se présenter lui-même, puisque je pense qu'il le fera bien mieux que moi. Donc je vous laisse entre ses mains. Merci. Il y a tout un tas de nœuds, là j'espère que je vais arriver à m'en débrouiller. Merci Myriam, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de l'orateur précédent qui vous a parlé de tout un tas d'additifs qu'on peut mettre dans la nourriture et qui peut éventuellement impacter in fine la santé. Moi je vais vous parler des perturbateurs endocriniens, j'imagine que vous en entendez parler quasiment tous les jours. Ça a été un sujet débattu pendant la campagne électorale, sous l'influence de Benoît Hamon, puis repris par d'autres candidats ensuite. Et voilà, c'est un sujet d'actualité, puisqu'on en a encore parlé cette semaine, et j'y reviendrai plus tard. Je vais vous parler des perturbateurs endocriniens en général, pas tellement des perturbateurs endocriniens dans nos assiettes. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, comment ça marche, comment il peut vous perturber, quelles sont les principales classes de perturbateurs endocriniens et qu'est-ce qui est fait pour essayer de limiter ces perturbateurs et notre exposition. Alors je vais commencer par un petit rappel historique. Je ne sais pas où est mon... Je vais appuyer là tout simplement pour vous rappeler que les perturbateurs endocriniens, c'est une thématique qui est assez récente. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on vivait sans perturbateurs endocriniens. Et puis, à la fin de la guerre, dans les années 46-47, on a eu les premières alarmes avec des accidents environnementaux, tels que celui qui est montré sur cette diapositive, où on s'est aperçu qu'en Floride et en Californie, les aigles chauves disparaissaient. Alors évidemment, c'était un petit peu catastrophique pour les Américains, puisque l'aigle chauve, qui d'ailleurs n'est pas chauve du tout, c'est le symbole de l'Amérique, c'est l'oiseau des États-Unis. Et évidemment, ne plus avoir d'aigle chauve, c'était un petit peu problématique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, notamment en Californie? Eh bien, vous avez ici la ville de Los Angeles, ici le Pacifique, et il y a une usine chimique, Monroe's Chemical Plant, ici, qui a eu la bonne idée d'envoyer des effluents dans une fosse du Pacifique, qui s'appelle Palos Verdes, que vous voyez ici.
avec la conséquence que on a assisté à une disparition, d'une contamination de la chaîne alimentaire. Vous voyez, c'est une affiche qui a été mise à l'époque et qui est encore présente actuellement. On vous conseillait de ne pas manger les poissons que vous pêchiez là, parce qu'ils étaient contaminés. Et les aigles pêcheurs, les aigles chauves, ce sont des aigles pêcheurs. Ils se nourrissent de poissons et ils étaient également contaminés. Et un des effets du DDT, parce que je vous ai dit que, non, j'ai oublié de vous le dire, cette usine de Morose Chemical Plant, fabriquait du DDT. Et un des effets du DDT sur les populations d'oiseaux, c'est d'amincir la coquille de l'œuf, parce que la glande coquillière est perturbée, et les coquilles deviennent très minces, avec le résultat que les aigles écrasaient leurs œufs, et évidemment plus de petits, plus d'aigles. Donc voilà, tout ça a commencé avec le DDT, c'est vraiment le perturbateur, le produit qui a donné naissance au concept de perturbation endocrinienne. Qu'est-ce que c'est que le DDT? Eh bien, c'est une molécule qui est assez ancienne, redécouverte en 1939 par un chimiste suisse, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour cette découverte, et qui s'est aperçu que c'était un excellent insecticide. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant la guerre du Pacifique, l'armée américaine a utilisé énormément de DDT. Là, on voit un soldat qui est en train de montrer, faire la démonstration de comment traiter son copain avec du DDT, parce qu'à l'époque, on s'en mettait partout, hein, on s'en méfiait pas. Et puis, à la fin de la guerre, on a vu apparaître des affiches comme celle-ci, qui disaient le DDT maintenant est disponible à tout le monde, parce que le DDT, non seulement ça tue les moustiques, mais ça tue aussi les doryphores et les insectes ravageurs. Et donc, du coup, on en a mis un petit peu partout. L'OMS a fait des campagnes planétaires, qui continuent d'ailleurs à l'heure actuelle dans certains pays. Et puis, au bilan, on a déversé à peu près 4 millions de tonnes de DDT dans l'environnement. Alors, le DDT, je ne sais pas si peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent que dans les années 50 et 60, c'était la vraie folie. On avait des publicités partout. Vous en avez quelques-unes comme ça. On mettait du DDT dans les placards. Moi, j'ai vu ma maman faire ça quand on habitait au Sénégal. Elle mettait, pour se débarrasser des blattes, elle mettait du DDT dans les placards. Même le capitaine Haddock utilise du Flytox, vous voyez. Donc, c'était vraiment le pesticide miracle. Sauf que, on s'est aperçu relativement vite que le pesticide miracle n'était pas si miraculeux que ça. Dès 1950, il y a eu un premier article scientifique montrant que les coqs étaient démasculinisés quand ils étaient surexposés à du DDT. Et puis on a eu des articles grand public, notamment dans le New York Times, qui alertaient sur les dangers du DDT. Et puis il a été rapidement acquis que le DDT impactait fortement les oiseaux, les poissons et pas mal d'autres animaux. Donc, à l'époque, il y a eu une personne qui a joué un rôle clé dans l'éveil de la conscience environnementale américaine. C'est une biologiste marine qui s'appelle Rachel Carson, qui est une star. Hein, c'est une star. Il faut bien savoir que son livre, Le Printemps silencieux, a été classé par je ne sais plus quel grand journal international comme l'un des grands livres, un des 10 grands livres du XXe siècle. Donc elle a écrit ce livre, Silent Spring, Le Printemps silencieux, qui évoque donc un printemps au cours duquel il n'y a plus de chants d'oiseaux, car ils ont été éliminés par une surexposition au DDT. Alors grâce à Rachel Carson, qui a mené campagne, le président Kennedy s'est emparé du problème. Rachel Carson a été menacée par les lobbies industriels. Il y a eu de très violentes campagnes aux États-Unis. Et tout cela a abouti finalement à une interdiction dans un certain nombre de pays. États-Unis 73, France 1974. Rachel Carson aussi a eu le mérite d'écrire cette phrase « Notre destin est lié à celui des animaux » et de reconnaître que quand les animaux ne vont pas bien, en général, les populations humaines ne vont pas bien. À l'époque, ce n'était pas évident. Hein. On ne savait pas grand-chose de l'évolution et des parentés entre hormones et récepteurs chez les différentes espèces. Et donc, c'était quelque chose d'assez prémonitoire. Alors, 47, les aigles. Après, on a eu des tas d'accidents, que j'en ai cité quelques-uns, des visons qui ne se reproduisent plus, des goélands homosexuels, des alligators avec des micro-pénis, des grenouilles hermaphrodites. Dans la nature, il n'existe pas de grenouilles hermaphrodites. Par contre, si on traite avec des hormones ou certains perturbateurs, elles peuvent devenir hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles vont présenter les deux sexes, des testicules et des ovaires.
Les phoques de la Baltique ont disparu à cause des PCB. Un peu partout, des mollusques gastéropodes qui deviennent aussi hermaphrodites. Et puis, la féminisation des poissons, on en a beaucoup parlé. Et puis, finalement, dans les années 90, on a commencé à parler en Europe de déclin spermatique. Donc tout cela a fait que les scientifiques ont commencé à s'alerter, à étudier le problème. Enfin, ils n'ont pas commencé, ils ont étudié le problème et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait un souci avec le système hormonal. Et en 1991, une autre grande dame de l'histoire des perturbateurs endocriniens, la professeure Théophila Colborn, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps des suites d'un cancer, a fait paraître un autre ouvrage très très célèbre, Our Stolen Future, donc notre futur dérobé, comment l'humanité se dérobe à elle-même son propre avenir par surutilisation de produits phytosanitaires qui menaceraient la fertilité, l'intelligence, la survie. Alors cet ouvrage a été traduit en français, si ça vous intéresse, sous le titre qui est là, L'homme en voie de disparition. Alors, au cours, cette Theo Colborn a réuni un séminaire à Racine, aux États-Unis. Il y avait 18 scientifiques, je crois, qui se sont réunis et qui ont débattu du problème et qui ont proposé le concept de perturbateur endocrinien. C'est là que, pour la première fois, on a parlé de perturbateur endocrinien. Alors ces perturbateurs endocriniens, bien sûr, répondent à des définitions. Enfin, il y a eu un certain nombre de définitions proposées par différents organismes. Je vous présente ici celle de l'OMS, qui n'est quand même pas une organisation de troisième catégorie. Alors pour l'OMS, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes, ce qui veut dire étrangères à votre organisme, qui peuvent éventuellement pénétrer dans votre organisme et aller affecter le système hormonal, avec des conséquences nocives sur la santé des organismes, de leurs descendants ou de certaines sous-populations. Alors on reviendra plus tard sur le problème de la définition des perturbateurs endocriniens, car ici en Europe, on est en plein débat sur cette définition. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, il faut déjà bien comprendre ce que c'est que le système hormonal. Et donc, si vous le permettez, je vais faire un petit rappel sur le système hormonal pour vous dire qu'il est constitué d'un tripode. Ce sont des glandes qui fabriquent des hormones, et ces hormones, elles agissent sur ce que l'on appelle des récepteurs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le système hormonal est à la base de toutes les grandes fonctions physiologiques, développement, croissance, métabolisme, reproduction, lactation, réponse au stress, etc. Tout cela est finement régulé par des hormones et c'est ce qui vous permet à tous, ici dans cette salle, de garder votre organisme en équilibre métastable, qui peut varier dans une certaine limite, mais pas trop quand même, et qui vous permet de vous adapter au changement de l'environnement. Et ce qu'on sait très bien, c'est que trop d'hormones ou pas assez d'hormones conduit à des pathologies. En ce moment, on est en pleine crise du lévothyrox. Il y a 3 millions de personnes en France qui sont traitées par du lévothyrox. Pourquoi? Parce qu'elles ont un dérèglement des hormones thyroïdiennes qui jouent des rôles essentiels sur tout un tas de fonctions. Donc les glandes endocrines, vous les connaissez, au moins pour la plupart. Pinéale qui fabrique la mélatonine, l'hormone qui donne le temps. Le cerveau, l'hypophyse qui fabrique un certain nombre d'hormones maîtresses, la thyroïde, les surrénales, le pancréas qui fabrique l'insuline, vous connaissez tous l'insuline. Le tissu adipeux, vos graisses, fabriquent des hormones qui sont très importantes pour la régulation du comportement alimentaire. Et puis bien sûr, testicules et ovaires sont des glandes qui fabriquent tout un tas d'hormones et j'y reviendrai. Donc ces hormones, il y en a à peu près une cinquantaine. On ne va pas revenir là-dessus parce que ça serait un petit peu fastidieux. Alors comment ça marche le système? C'est assez simple, vous avez des glandes qui vont fabriquer des hormones. Ces hormones sont libérées dans le sang ou libérées au voisinage des glandes et vont agir sur ce que l'on appelle des organes cibles. Pourquoi des organes cibles? Parce que certaines cellules ou toutes les cellules de ces organes vont porter ce que l'on appelle des récepteurs qui sont un petit peu comme des petites serrures. Et ces petites serrures vont être ouvertes par l'hormone qu'on peut apparenter à une clé. Donc c'est